demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Télé 7 pour vous informer tout de suite les titres. Les FARDC poursuivent la traque de derniers éléments du M23 sur les collines de Runyoni et Mbuzi à la frontière ougandaise. Lambert Mende confirme la volonté du gouvernement à poursuivre le dialogue avec toutes les parties prenantes de l'accord cadre d'Addis Abeba. À Kinshasa, les éloges fusent de partout à la gloire des forces armées de la République démocratique du Congo. Les formations politiques de la majorité comme celles de l'opposition sont unanimes. Nos hommes des troupes méritent respect après leur succès sur les hommes du M23 aujourd'hui aux abois. Ce n'est plus un secret, les journaux Les Potentiels avaient prédit dans sa publication de ce vendredi, un dialogue direct RDC, Rwanda et Ouganda devient inévitable. Le représentant de Barack Obama dans les Grands Lacs vient d'élever le coin du voile. Un ancien président serait désigné pour servir de médiateur. 48 heures après le départ de Jacob Zuma de la RDC, l'ambassadeur sud-africain à Kinshasa est rentré ce vendredi à la primature. Il a échangé avec le Premier ministre sur les modalités pratiques de la mise en œuvre des différents accords que les hommes d'affaires de son pays ont signés il y a quelques jours avec la RDC. Voilà tout pour les sommaires et bonsoir. Bonsoir, d'abord cette nouvelle. L'émissaire des États-Unis dans la région de Grand Lac propose après plusieurs échanges avec les différents pays africains la nomination d'un chef d'État africain pour servir de médiateur dans le pourparlers direct entre la RDC, le Rwanda et d'autres pays de la sous-région pour une solution durable dans l'est de la RDC. Russ Feingold a confirmé la déconfiture du M23. Toutefois, estime-t-il, le M23 n'est qu'un groupe armé parmi une quarantaine d'autres qui pullulent dans l'est de la RDC. Il croit tout de même à une issue heureuse de pourparlers de Kampala. Requinqué par lueur d'espoir qui se dessine à l'Est, le ministre des Médias, qui était encore ce vendredi devant la presse, n'a pas caché sa joie devant les performances de forces de défense et de sécurité de la RDC sur le front militaire de l'Est. Il a confirmé la reprise des localités de Kibumba, Kiwanja, Bunagana et Rutshuru. Lambert Mende a plaidé pour le respect strict de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098, seul cadre susceptible de favoriser le retour d'une paix durable dans la région de Grand Lac. Sylvie Ngaloula et Dieu merci Sueka. La coopération loyale et sincère des pays voisins est indispensable pour réussir le nettoyage des groupes armés qui écument la sous-région des Grands Lacs, foi de Lambert Mende. Pour le porte-parole du gouvernement, cette tâche reste la seule voie qui mène à la pacification et au développement de cette partie du continent. Ce vaste processus n'est possible qu'avec la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est regrettable de constater à cet égard que ce qui s'observe sur le terrain n'est en rien conforme aux provisions de ces deux instruments internationaux. Le dernier en date de ce constat a été fait hier jeudi à Pretoria par le Parlement panafricain qui a adopté une résolution accusant nommément le Rwanda
de continuer à soutenir effectivement les forces négatives du M23 afin de déstabiliser la République démocratique du Congo. Les parlementaires rwandais qui participaient à ces assises ont choisi de quitter l'hémicycle en guise de protestation après ce vote et après avoir vainement tenté de l'empêcher. Quant aux déclarations des Gold, selon lesquelles le Rwanda nie tout soutien au M23, Lambert Mende précise. Notre souhait est que l'émissaire américain, M. Russ Feingold, soit dans le vrai lorsqu'il nous fait part de son sentiment que, je le cite, les dirigeants rwandais n'aiment pas la mauvaise réputation qui vient de ceux qui disent qu'ils soutiennent un groupe armé illégal car cela ne correspond pas au récit positif qu'ils construisent pour leur pays. Fin de citation. Si le sentiment de M. Feingold pouvait correspondre à la réalité, ce serait une grande avancée vers la paix dans notre région. Le gouvernement saisit cette occasion pour instruire les forces de sécurité et de défense à radicaliser la pression sur les armées étrangères qui abusent de l'hospitalité du peuple congolais. La déroute du M23 ouvre finalement la voie à la mise en œuvre d'une solution globale pour la paix et la sécurité dans la région de Grand Lac. Le chef de l'État, Joseph Kabila, l'a dit dans son message à la nation le mercredi 30 octobre 2013 sur les antennes de la télévision nationale. Mais que voudrait une solution régionale qui n'implique pas directement Kigali et Kampala au moment où une lueur de paix se profile dans l'est de la RDC, une tripartite RDC-Rwanda-Ouganda s'impose pour baliser véritablement la voie qui mène à une paix durable. Thierry Kassongo pour ses commentaires de la rédaction. Même si la débâcle imposée au M23 a une forte symbolique dans la guerre qui ronge la partie est de la RDC, elle soulève bien d'autres problèmes sur lesquels on devait inévitablement s'épancher pour capitaliser cette situation. Certes, les FARDC, appuyés par la MONUSCO et sa brigade spéciale, ont gagné une bataille. Ce n'est pas pour autant que la guerre est finie dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les racines de la guerre s'étendent bien au-delà des frontières de la RDC. Les spécialistes conseillent d'explorer d'autres pistes pour garantir une paix durable dans la région du Grand Lac. Il ne faut pas oublier qu'au commencement de la crise des Grands Lacs, il y a eu les génocides rwandais de 1994 qui a par la suite charrié tous les problèmes que l'on dénonce aujourd'hui dans cette partie du continent. Dans son plan de déstabilisation de la RDC, le Rwanda a multiplié les rébellions à l'est de la RDC avec la clé un fonds de commerce. La traque des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, toutes les rébellions qui ont défilé dans l'est depuis l'AFDEL jusqu'à la plus récente, le M23, ont été créés sur la base de ces postulats. Dans sa stratégie d'autoprotection, le Rwanda a attiré dans son jeu l'Ouganda. Depuis lors, ces deux pays ne se sont jamais démarqués de l'Est. L'appétit venant en mangeant, ils se considèrent aujourd'hui comme le maître de la RDC. Le Rwanda et l'Ouganda ont certes catégoriquement rejeté leur soutien au M23. Il n'est pas exclu qu'il en crée un autre. Le Rwanda et l'Ouganda sont derrière toutes les rébellions qui sont nées dans l'est de la RDC. Ignorer cette réalité, c'est mal connaître le vrai problème de la région du Grand Lac. Ainsi, la paix, la vraie dans la région, ne peut être négociée qu'entre ces trois pays, à savoir la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Un schéma qui méconnaît cette évidence ne résout la crise qu'à moitié. Sans s'enorgueillir de sa position de vainqueur, Joseph Kabila a relevé que la voie royale pour la paix et la stabilité dans la région réside dans la mise en œuvre effective et de bonne foi de l'accord cadre d'Addis Abeba, ainsi de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a dès lors exhorté les uns et les autres à remplir leurs engagements tels que l'exige cet accord. Dans son discours transparaît sa ferme volonté de privilégier une solution globale qui inclurait
tout le pays signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba, principalement le Rwanda et l'Ouganda. Ainsi, à ces niveaux, s'il y a un dialogue politique à engager, c'est bien directement avec le Rwanda et l'Ouganda et pas avec le M23 qui, à ces jours, n'existe que de nom. C'est cela la solution politique que soutient toujours la communauté internationale. Retourner à Kampala pour négocier avec le M23 devrait être considéré pour le gouvernement comme une trahison. S'agissant de pourparlers de Kampala, les porte-parole du gouvernement indiquent que cette rencontre va se poursuivre malgré les succès enregistrés par les FARDC. Pour garantir une paix durable dans notre pays, les options politiques et diplomatiques doivent être mises en œuvre et les considérer aussi comme une ultime chance offerte aux éléments résiduels des différents groupes armés pour qu'ils déposent les armes et s'inscrivent dans le schéma de l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi que celui de la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Suivez. Le gouvernement congolais n'est pas grisé par le succès de cette contre-offensive militaire pour laquelle il s'est joint au président de la République pour féliciter les vaillants éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. En réalité, dans notre entendement, pour importante qu'elle soit pour la suite des événements, le succès de cette contre-offensive militaire n'est pas une panacée. Nous considérons ce qui a été fait sur cet espace naguère occupé par des forces irrégulières criminelles qui se poursuit encore au moment où nous parlons sur les hameaux des montagnes dans le triangle frontalier Mbuzi, Tchanzu et Runyonyi, là où tout a commencé. Nous considérons cela comme une simple étape dans la voie de la normalisation. Le gouvernement n'entend pas mettre entre parenthèses les autres étapes, tout aussi cruciales, que sont les actions politiques et diplomatiques qui nous paraissent les seules à même de garantir une paix durable dans notre pays. Le gouverneur de la province de Saba au Sud-Soudan et son collègue de la province orientale en RDC s'accordent pour une paix durable entre les deux peuples voisins à Kingezi-Baz où ces deux personnalités se sont rencontrées pour échanger. Jean Bamanissa a saisi cette occasion pour inviter ses administrés à une cohabitation pacifique entre les deux pays. Suivez. L'unité, la cohabitation pacifique, ces mots sont revenus plus d'une fois dans les discours des gouverneurs sud-soudanais et Jean Bamanissa Saïdi de la province orientale à Saba, village voisin de Kingezi-Baz. Un seul peuple, une seule histoire, ces peuples sont liés par les sorts. À cet effet, Jean Bamanissa Saïdi les invite à se donner les mains, mieux s'unir pour le développement de leur contrée. Aller de l'avant veut dire que la population doit aussi aller de l'avant. Vous êtes un seul peuple, vous êtes même des frères. Vous devez vivre en paix. Pour vivre en paix, il faut que les autorités locales fassent bien appliquer les lois du Sud-Soudan et de la République démocratique du Congo. Nous voulons qu'il y ait une cohabitation pacifique entre vous, populations des deux pays. C'est à vous également de dénoncer les semeurs de troubles. Outre la sécurité qui préoccupe les trois provinces, les échanges économiques ont également occupé une place de choix dans ces déplacements. En témoigne la visite sur ces sites où seraient érigés des entrepôts avec des postes de contrôle douanier. Ici, nous sommes venus voir comment est-ce que nous pouvons ouvrir cette route encore jusqu'à Mbokolo, Ariwara, Aru, ce qui est déjà en train d'être fait. Et construire ici des dépôts de douane, construire des tanks pour faire entrer le carburant. Et il faut que les hommes puissent échanger et vendre. À Kingezi-Baz, il y a beaucoup d'argent qui est passé par ici parce que c'était un centre de négoce important. Nous pourrons le remettre en état, mais voilà, l'avantage c'est de le faire chez nous pour que l'argent et les taxes puissent rentrer chez nous. Signalons que le gouverneur s'est fait accompagner lors de cette visite par les responsables de la DGDA, de la DGM, de l'ANER et de la police nationale congolaise.
À la majorité présidentielle, c'est la satisfaction. Les partis membres de cette plateforme politique saluent les victoires enregistrées par les forces armées de la République démocratique du Congo face aux rebelles du M23. Ils encouragent le chef de l'État pour sa détermination à rétablir l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Ils plaident pour la fin de l'impunité pour tous les auteurs de viols, des pillages dans l'est du pays. Ils l'ont dit à travers une déclaration qu'ils ont rendue publique ce vendredi à leur siège dans la commune de Gombe. Suivez un extrait de cette prise de position avec leur porte-parole Luzanga Chamandevo. La majorité présidentielle apprécie à sa juste valeur la clairvoyance stratégique du chef de l'État pour avoir restauré et jeté les bases d'une paix durable à l'est de notre pays en privilégiant avec sagesse les voies du dialogue politique et des négociations diplomatiques avant de lever de manière déterminante l'option militaire. Face à la récurrence et au foisonnement des mouvements opportunistes rebelles, de groupes armés nationaux et étrangers qui écument l'est de notre pays, la majorité présidentielle demeure vigilante et exhorte le président de la République, Joseph Kabila Kabange, à poursuivre le processus de modernisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour que ces forces négatives disparaissent à jamais de nos provinces, la majorité présidentielle recommande que le viol comme arme de guerre soit réprimé de la manière la plus radicale et que leurs auteurs présumés soient arrêtés et déférés avec promptitude devant la justice, jugés et sanctionnés sévèrement. La majorité présidentielle réitère son attachement aux recommandations de concertation nationale, base d'une cohésion nationale retrouvée, et appelle de tout ce vœu l'application des mesures importantes prises par le chef de l'État visant le bien-être du peuple congolais. Dans l'opinion, nombreux sont ceux qui estiment que l'option politique ne sert plus à rien avec la fin du règne du M23. Par contre, une autre catégorie de la population souhaite voir les pourparlers de Kampala continuer, tel que l'avait dit le chef de l'État mercredi dernier. Mariam Boya et Jean Lumossi. La victoire des forces armées de la République démocratique du Congo dans le territoire longtemps occupé par les rebelles suscite encore des sentiments de joie dans l'opinion. Les Quinois interrogés à ces sujets estiment que l'option militaire a démontré combien nos forces armées sont capables de mettre fin aux souffrances que ces hors-la-loi infligent à nos compatriotes depuis près de 2 décennies. Nous continuons sur le plan militaire. Si nous voulons conquérir tout ce qui a été repris, ce qui a été pris, si nous pouvons reprendre ça, pour nous c'est un avantage. Donc pour moi, l'histoire de Kampala, c'est vraiment la distraction. Mais on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous voyons qu'il y a des avancées avec cette option d'aujourd'hui. Que le chef de l'État puisse continuer avec ça. Nous ne voulons pas entendre des maires, non. Qu'ils puissent poursuivre ces gens-là même dans la forêt. La victoire est déjà là. Nous poursuivons avec la guerre. Juste à les bouter, qu'ils rentrent au Rwanda ou bien en Ouganda. Nous n'avons plus besoin de ces gens. Nous voulons la paix ici. D'autres, par contre, demandent encore une mesure de grâce en faveur des éléments congolais du M23. Ce sont nos frères d'abord. On peut aussi les écouter, attendre quel est leur besoin, ils veulent quoi, pourquoi ils ont pris les armes. Comme du côté militaire, côté de la guerre, ils ont échoué. On peut les récupérer, mais qu'ils soient un peu rééduqués. Qu'il fasse ce qu'il fait. Nous attendons que la délibération de notre Congo. Donc on continue, qu'on sache évidemment ce qu'ils veulent. Et bon, s'il y a aboutissement heureux, donc ça pourra profiter à la nation et à tout le monde. La position actuelle de l'armée congolaise est saluée à sa juste valeur par tous les Congolais sans distinction des couleurs politiques. Une armée congolaise en pleine forme est une garantie de sécurité pour l'ensemble du peuple congolais. 2 jours après la visite du président sud-africain Jacob Zuma à Kinshasa, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en RDC a échangé ce vendredi avec le Premier ministre Matata Ponyo sur les traités signés dernièrement entre les 2 pays sur la production de l'électricité hydroélectrique. Les 2 personnalités ont aussi parlé de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud, de propos recueillis par Doudou Ndombe.
The Prime Minister and I also discussed Et agriculture. le Premier ministre et moi, nous avons aussi parlé de l'agriculture. And we want to do practical things that employ people, that make sure that there's food on the table. Et là for aussi, nous Congolese voulons people. parler de choses très pratiques pour que le travail soit mis en place, pour que les Congolais aient non seulement du travail, mais aussi la nourriture sur leur table. So the Prime Minister and I were meeting this morning to talk about the practical matters of the decisions of President Kabila Kabange and President Jacob Donc ce matin, moi et le Premier ministre, nous nous sommes réunis pour voir un peu comment nous devons mettre en pratique et parler des choses très pratiques à la suite des décisions prises par le président Kabila Kabange et le président Jacob Zuma. And we also talked about the eastern part of the DRC. Nous avons naturellement aussi parlé de ce qui se passe à l'est de la RDC. Like President Zuma said, enough is enough. Comme comme le président Zuma l'avait dit, assez c'est assez, trop c'est trop. We were talking about how to make sure that there is sustainable peace in the eastern DRC. Nous avions aussi parlé sur les mécanismes pour s'assurer que désormais la paix est maintenant pérenne au niveau de l'Est. Enough is enough. Assez c'est assez, trop c'est trop. This is the time to work. Maintenant, le temps est venu pour que nous travaillions. Épargner en RDC pour mon avenir, oui c'est possible. C'est le thème choisi pour célébrer la journée internationale de l'épargne. Le gouverneur de la BCC a saisi cette opportunité pour sensibiliser la population congolaise sur les biens fondés de la culture d'épargne. Deogracias Mutombo a par ailleurs souligné que le nombre de comptes a atteint 4 970 177 personnes en septembre, soit un taux de bancarisation de 5,7%. Les détails avec Mariam Boya. Célébrée à travers le monde, la Journée internationale de l'épargne est à sa 3e édition en République démocratique du Congo. Ici, l'accent est mis sur le bienfait de l'épargne. Les responsables de la Banque centrale du Congo sont sortis de leur bureau pour sensibiliser les populations congolaises sur la culture de l'épargne. Tranche d'âge ciblée, les enfants. À travers plusieurs exposés, les élèves ont bénéficié des explications centrées sur l'épargne à constituer auprès de banques, des coopératives d'épargne et des institutions de microfinance agréées par la Banque centrale du Congo. Dans son allocution de circonstance, le gouverneur de la BCC, Deogracias Mutombo Mwananyembo, a des mots justes pour saluer les efforts déjà fournis dans le cadre de la création d'un environnement propice à l'épargne et à l'amélioration de l'accès du public au système bancaire. Les statistiques que dispose son institution depuis septembre 2013 sont encourageantes. Un accroissement de 42% en 2 ans seulement. De ce montant, 49% proviennent de ménages, 27% des comptes épargne. Ce progrès est justifié notamment par la diversification des types de comptes financières et leur rémunération incitative. Ici est de noter que le taux d'épargne en RDC reste le plus faible de l'Afrique subsaharienne. C'est là malgré les efforts conjugués par le gouvernement, la Banque centrale du Congo et les institutions financières nationales et internationales pour la stabilité du cadre macroéconomique et l'adaptation de la réglementation et le renforcement de la surveillance bancaire. Je vous invite à présent à suivre la revue de presse avec José Julien Owawa. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et la formation du nouveau gouvernement sont les sujets qui font la une des journaux parus ce vendredi. Kinshasa, Kigali, Kampala jouaient carte sur table et conseillent les potentiels. La déroute du M23 ouvre finalement la voie à la mise en œuvre d'une solution globale pour la paix dans la région des Grands Lacs. Les quotidiens s'interrogent sur l'efficacité d'une telle solution sans une tripartite RDC, Rwanda, Ouganda pour baliser véritablement la voie qui mène à une paix durable. Le phare, pour sa part, revient sur les déclarations de la communauté internationale toujours favorable pour une solution politique à Kampala. Aux confrères de s'interroger sur l'intention des architectes de pourparlers de Kampala qui semblent minimiser la victoire militaire des FARDC sur le M23. Le quotidien voit là un agenda caché de la communauté internationale pour la République. Le palmarès retrace la chronologie des événements sur le théâtre des opérations. Les tabloïds considèrent que ce succès sont les fruits d'un travail méticuleux des FARDC de la brigade d'intervention de la MONUSCO qui explique la chute du mouvement rebelle. L'avenir relaie la déclaration de Bertrand Bisimon, chef politique de la rébellion, qui parle d'un retrait stratégique. Le M23 est bel et bien fini et l'Ouganda est invité au respect de l'accord cadre de la CRGL signé à Addis Abeba et télégraphique.
Le journal fait allusion à la présence des éléments du M23 sur le territoire ougandais. Il est absurde qu'un mouvement qui ne contrôle plus rien croit être fort jusqu'à inquiéter toute une armée qui monte en puissance. Bouclons cette rente de journaux par l'observateur qui s'interroge pour savoir si le gouvernement de cohésion nationale ne sera pas éléphantesque. La ruée observée vers les postes ministériels aura de l'impact sur la taille du gouvernement à venir, conclut le confrère. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Merci José Junior pour cette revue de presse et merci à vous pour votre fidélité à Télé 7. Bonsoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.